nous avons vu le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement uniformément accéléré et le mouvement circulaire. Essayons d'appliquer ça, c'est-à-dire de lire un énoncé et de repérer dans l'énoncé les différents types de mouvements et puis de résoudre la question qu'on vous a posée grâce aux méthodes que nous avons définies. Premier problème, quel angle forment les aiguilles d'une montre à 7h38 ? La petite aiguille comme la grande aiguille sont en mouvement circulaire uniforme. La petite aiguille fait un tour en 12 heures. Sa vitesse angulaire oméga est donc de 360 degrés divisé par 12 heures. La grande aiguille, elle, fait un tour en 1 heure. Donc le oméga de la grande aiguille est égal à 360 degrés divisé par 1 heure. L'angle θ de la petite aiguille est donc oméga de la petite aiguille fois le temps t. Donc θ de la petite aiguille à l'instant t égale 360 degrés divisé par 12 heures fois t. De même, l'angle de la grande aiguille est égal à 360 degrés divisé par 1 heure fois le temps t. À 7h38, l'angle de la petite aiguille est donc 360 degrés divisé par 12 heures multiplié par 7 heures plus 38 minutes, c'est-à-dire 38 soixantièmes d'heure. Si on fait un calcul, la petite aiguille est donc à 229 degrés. On fait le même calcul pour la grande aiguille et on trouve que ça fait 7 fois 360 degrés plus 228 degrés. Les 7 fois 360 degrés signifient que la grande aiguille a bien fait 7 tours, c'est logique, 7 heures. Et donc l'angle à laquelle la grande aiguille se trouve est bien de 228 degrés. Donc la différence d'angle est simplement d'1 degré. Dans ce deuxième problème, un homme remplit d'eau 2 bidons avec 2 tuyaux différents. Le premier tuyau débite 2,9 litres par minute, le second 8,7 litres par minute. Lorsque le petit bidon est à moitié plein, il permute les tuyaux de remplissage et il continue à remplir les 2 bidons qui sont remplis au même instant. Et on demande quel est le volume du grand bidon si le volume du petit bidon est de 12,6 litres. On a là un scénario que l'on doit transposer dans des expressions mathématiques. Nous avons un volume à l'instant t dans le petit bidon et un volume à l'instant t dans un grand bidon. Nous avons 2 débits, D1 et D2. Nous savons que le volume total du petit est de 12,6 litres et on nous demande ce qu'est le volume total du grand bidon. Nous remplissons avec des débits constants, donc le volume du petit bidon à l'instant t est simplement D1, le débit numéro 1, fois le temps. Et le volume d'eau dans le grand bidon à l'instant t est D2 fois le temps. Nous ne savons pas quoi choisir pour D1 et D2, donc nous laissons l'expression libre pour l'instant. Le texte nous dit aussi qu'il existe un certain temps, grand T 1,5, où le volume du petit bidon est à moitié plein. J'ai donc une première équation, 1,5 du volume total du petit bidon égale D1 fois ce fameux temps T 1,5. L'énoncé nous dit aussi que l'on permute les tuyaux une fois que le volume du petit est à moitié plein. On a donc comme équation pour le volume du petit et le volume du grand une nouvelle équation linéaire dans le temps. Le volume du petit à l'instant t est égal au volume du petit total divisé par 2, puisqu'il est à moitié plein, plus D2, puisqu'on a permuté le débit, multiplié par T moins T1,5, qui est le moment où on commence la permutation. De même, le volume du grand à l'instant t égale le volume du grand à l'instant T1,5, c'est-à-dire D2 fois T1,5, plus D1 cette fois-ci, puisqu'à nouveau on permute, fois T moins T1,5. Voilà, nous avons traduit complètement le scénario qui a été écrit dans l'énoncé en équation qui relie le volume d'eau dans le petit et le volume d'eau dans le grand. Reste maintenant à terminer le problème. On termine la lecture du scénario en affirmant que le volume total du petit est atteint à un certain grand T et que le volume du grand aussi est atteint à ce même instant grand T. Donc nous avons 2 équations supplémentaires. Le volume total du petit est égal à 1,5 fois le volume total du petit plus D2 fois ce temps grand T
moins t1 demi, le temps grand T étant le temps où le volume est plein. Et le volume total du grand est égal à d2 fois t1 demi plus d1 fois grand T moins t1 demi. Maintenant, il faut résoudre l'ensemble de ces équations avec trois inconnus, le volume total du grand, le temps t1 demi où le petit est à moitié plein, et le temps grand T où les deux, le petit et le grand, sont pleins. Il faut un peu d'habileté mathématique parce qu'en fait, on demande uniquement le volume total du grand. On ne s'intéresse pas à la valeur de grand T quand les deux sont pleins et on ne s'intéresse pas à la valeur de T1 demi lorsque le petit est à moitié plein. Par exemple, je constate que je peux parfaitement éliminer le temps grand T de ce problème. En effet, si je multiplie par D1 le volume total du petit, j'obtiendrai un demi V total du petit fois D1 plus D1 fois D2 fois grand T moins T1 demi. Et si je multiplie par D2 le volume total du grand, j'obtiendrai D2 au carré fois T1 demi plus D2 fois D1 fois T moins T1 demi. Donc la dernière expression est la même dans les deux équations. Si je soustrais maintenant ces deux équations, eh bien le grand T moins T1 demi va disparaître. D2 fois V total du grand moins D1 fois V total du petit est D2 au carré fois T1 demi moins 1 demi du volume total du petit fois D1. Dans cette dernière équation, je n'ai plus grand T, c'est vrai, mais j'ai toujours T1 demi. Mais T1 demi est relié facilement à la moitié du volume total du petit, puisque je sais qu'à cet instant T1 demi, le petit est à moitié plein. J'ai donc le T1 demi qui est égal à 1 sur 2 fois le débit numéro 1 fois le volume total du petit. Après, ce n'est plus que de l'algèbre, puisque j'injecte la valeur T1 demi dans l'équation. Après manipulation, je trouve donc que le volume total du grand est égal au volume total du petit, multiplié par 1 demi fois le débit numéro 2 divisé par le débit numéro 1, plus le débit numéro 1 divisé par le débit numéro 2. Je constate donc que le volume total du grand est une expression qui est totalement symétrique entre D1 et D2. Donc, quel que soit D1 et D2, la forme, l'expression est toujours la même. J'injecte les valeurs numériques et je trouve donc que la réponse est de 21 litres. Encore un problème extrêmement simple de mouvement rectiligne uniforme. Un chien courant à 10 mètres par seconde et 30 mètres derrière un lapin qui s'enfuit à la vitesse de 5 mètres par seconde. On demande quand le chien rattrapera le lapin. Le mouvement est à une dimension, j'ai donc un axe X. Je place le chien à la coordonnée x égale 0 et donc le lapin est à la coordonnée x égale 30 en t égale 0. L'équation du chien est donc x égale 10 fois le temps puisqu'il va à 10 mètres par seconde. L'équation du lapin est 5t plus 30 puisqu'il va à 5 mètres par seconde mais est devant lui à 30 mètres. Si le chien rattrape le lapin, c'est qu'ils sont à la même coordonnée x. On a donc une équation x chien égale x lapin. En termes de temps, cela se traduit par 10t égale 5t plus 30. Il est trivial à ce moment-là de montrer que t est égal à 6 secondes. Tout aussi classique comme exercice, un avion A qui vole à 500 mètres par seconde se trouve 10 000 mètres derrière un avion B qui lui se déplace à 400 mètres par seconde dans la même direction. Et le pilote de l'avion A tire un missile qui a une accélération de 100 mètres par seconde carré. On demande en combien de temps faudra-t-il au missile pour atteindre l'avion B. C'est toujours un problème à une dimension, avec la seule subtilité que l'avion A vole à vitesse constante, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme, alors que le missile est tiré avec une accélération et donc lui obéit à la loi du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ayant positionné le missile en x égale 0 et donc l'avion à x égale 10 000 mètres à l'instant t égale 0, je peux écrire l'équation x de la position de l'avion B puisqu'il est en mouvement rectiligne uniforme.
Donc xb est égal à 10 000 plus 400 fois le temps, puisque l'avion B va à 400 mètres par seconde. Pour le missile, c'est un peu plus subtil, puisqu'il part évidemment à l'instant t égale 0 avec la vitesse de l'avion A, bien entendu, donc à 500 mètres par seconde. Et il est accéléré avec une accélération de 100 mètres par seconde carré. Donc l'écriture de la position du missile, c'est xm égale 500 fois t, la vitesse initiale fois le temps, plus 1 demi de l'accélération qui vaut 100 fois t carré. Il y a rencontre entre le missile et l'avion si xb égale xm. En termes de temps, cette équation nous dit que 10 000 plus 400 t égale 500 t plus 1 demi de 100 fois t carré. On regroupe toutes les inconnues t ensemble et ça nous donne une équation du second degré. Vous avez appris à résoudre les équations du second degré, donc le temps t égale moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a, ce qui va vous donner deux solutions. Le temps t est de moins 15,18 secondes ou bien le temps t est de 13,18 secondes. La physique vous dit évidemment que le temps d'interception entre le missile et l'avion doit être après le départ du missile, donc doit être un temps positif. Donc on garde le 13,18 et on exclut le moins 15,18. Encore un petit problème de mouvement rectiligne uniformément accéléré. Un saumon saute verticalement hors de l'eau avec une vitesse de 6 mètres par seconde. On vous demande petit a à quelle hauteur il arrivera et petit b combien de temps il reste hors de l'eau. C'est un problème à une seule dimension suivant l'axe z vertical vers le haut. L'accélération ici est simplement l'accélération de la pesanteur, donc l'accélération est le vecteur petit g. Et ce vecteur petit g est dirigé dans le sens opposé de l'axe z, donc l'accélération est moins g1z. La position initiale à l'instant 0 était 0,0 de ce saumon, et la vitesse initiale à l'instant 0 était une vitesse v dans la direction de l'axe z. On sait que dans un mouvement uniformément accéléré, la position à tout instant t est la position à l'instant initial ici 0, plus t fois la vitesse initiale, plus 1 demi a t carré. J'exprime le vecteur position dans ces deux coordonnées x de t dans la direction x, z de t dans la direction z, et je trouve que z de t est v fois t moins 1 demi gt carré, et que la vitesse dans la direction z à tout instant t est la vitesse initiale moins gt. La coordonnée x reste égale à 0 pour tout temps. Graphiquement, si je représente z en fonction du temps et la vitesse dans la direction z en fonction du temps, j'ai z qui est une parabole qui démarre à 0 et qui revient à 0. Le poisson sort de l'eau et revient vers l'eau. La vitesse vz est positive au début, s'annule et puis devient négative quand le saumon retombe. La hauteur maximale est atteinte quand la vitesse est nulle. Donc je détermine ce temps en écrivant l'équation de la vitesse égale à 0, donc v moins g fois ce temps grand t où j'atteins la hauteur maximale égale 0. J'en déduis donc que le temps est égal à la vitesse initiale divisée par g. Donc le temps égale 6 dixièmes de seconde. J'injecte la valeur de ce temps où la vitesse s'annule dans l'équation de la position z de t, ce qui me permet de trouver que la hauteur atteinte est v carré sur 2g. J'injecte les valeurs de v et de petit g qui vaut 10 et je trouve 1,8 mètres. Le temps que j'ai calculé de 6 dixièmes de seconde était le temps pour atteindre la hauteur maximale. Donc, pour répondre à la question pendant combien de temps le saumon est hors de l'eau, eh bien, il faut doubler ce temps puisqu'il met le même temps pour monter que pour redescendre. Ça se voit sur le graphique de z en fonction du temps. Donc, il reste 1,2 secondes hors de l'eau. Voici le premier problème à deux dimensions. On serre une balle de tennis horizontalement à partir d'une hauteur de 2,40 m et à 12 mètres du filet qui a lui une hauteur de 90 cm. Si la balle, petit a, si la balle
passe au moins à 20 cm au-dessus du filet, quelle était la vitesse initiale minimum pour que cela soit possible? Petit b, où donc la balle retombera-t-elle? Je place donc mon système de coordonnées, un axe Z vertical vers le haut, un axe X, la position de départ de la balle en X égale 0 et en Z égale H avec une vitesse V horizontale. Je dessine aussi à la distance grand D le filet qui a une hauteur petit h. Le point sommet du filet a comme coordonnées donc x égale grand D, z égale petit h. L'équation vectorielle du mouvement et donc la position à tout instant t est égale à la position initiale, donc h dans la direction 1z, plus la vitesse initiale fois le temps, donc v fois t dans la direction 1x, plus la moitié de l'accélération, ici l'accélération est vers le bas, dirigée suivant un z, donc moins 1 demi gt carré en z. En termes des coordonnées, ça veut dire que la coordonnée x en fonction du temps est simplement v fois t, tandis que la coordonnée z en fonction du temps est h moins 1 demi gt carré. Si j'élimine le temps en fonction de x, donc t égale x sur v, que je le remplace dans z, j'ai une équation parabolique entre z et x. Z égale h moins 1 demi de g fois x divisé par v au carré. La balle doit passer à au moins 0,2 m au-dessus du filet. Cela se traduit par une équation qui dit que si x égale d, l'endroit où se trouve le filet, alors z doit être plus grand ou égal à la hauteur du filet h plus la longueur petit l de 20 cm au-dessus de ce filet. Comme je connais z pour toute position x, j'insère x égale grand D dans l'équation sur z et j'obtiens donc que h moins 1 demi de g fois grand D divisé par v au carré doit être plus grand que petit h plus petit l. Je manipule cette équation puisque ce que je cherche c'est la vitesse grand V. Et j'obtiens donc que la vitesse grand V doit être plus grande ou égale à 23,53 mètres par seconde. À la question où retombera cette balle, ça consiste à trouver la solution que vaut x quand z égale 0. J'insère donc la valeur de z égale 0 dans l'équation de z en fonction de x. Je trouve donc que x est égal à la vitesse fois la racine carrée de 2h sur g. Comme la vitesse doit être plus grande qu'une certaine valeur, j'injecte toutes ces données et je trouve que la balle doit tomber plus loin que 16,30 mètres.